Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité ce soir. Ouverture ce samedi à Addis Ababa du 34e sommet de l'Union africaine. Le président Alassane Ouattara prend part aux travaux qui se déroulent par visioconférence. À la tête de l'UA, le Sud-Africain Cyril Ramaphosa passe la main à Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo. Il appelle à mener ensemble une grande offensive contre tous les fléaux. Il n'y a pas de raison d'inquiétude, la gestion de la dette ivoirienne est parfaitement maîtrisée. Des mots du ministre de l'économie et des finances, Adama Coulibaly, se veut rassurant après des informations annonçant un niveau d'endettement alarmant. En Côte d'Ivoire, il rétablit les faits, le point dans quelques instants. Des larmes pour une grande figure de la politique ivoirienne. Laurent Dona Fologo s'est éteint hier à l'âge de 82 ans. L'ex-président du Conseil économique et social était un ancien journaliste, plusieurs fois ministre sous Félix Houphouët-Boigny et Henri Konan Bédié. Sur la toile, les Ivoiriens rendent hommage à cette personnalité qui a marqué la vie politique nationale. Et puis en RDC, les pro-Félix Tshisekedi arrachent la démission d'Alexis Mouamba, président du Sénat. Ce bras droit de Joseph Kabila était le dernier représentant de l'ancienne mouvance présidentielle dans les plus importantes institutions du pays. Sa famille politique dénonce des actes de violation systématique de la Constitution. Dans ce journal, je vous plonge dans un rythme musical de revendication en armes de défense et d'affirmation de l'identité des Noirs américains. La lutte contre la ségrégation, c'était aussi en chantant. Le jazz sera en liberté dans la page culture ce soir. Comme invité, un passionné de cette musique, auteur de plusieurs ouvrages, et il porte avec lui cet amour inconditionnel qui finira par faire de lui, si ce n'est déjà le cas, un jazz maniaque. Bonsoir, Sidney Hucher. Bonsoir. Alors, on sait déjà tout sur le jazz d'hier. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut lui trouver vraiment quelque chose d'extraordinaire au point d'en faire des inconditionnels comme vous? Difficile, mais pas impossible. Il y a encore des lueurs d'espoir. Il y a des éléments qui sont là. Cette musique est tellement forte. Elle est tellement chargée, tellement riche, tellement parfaite, on va dire, que je crois qu'il faut garder espoir. D'accord. D'accord. Et cher, on vous donne rendez-vous dans une trentaine de minutes, le temps de faire le tour de toute l'actualité. On commence avec cette rencontre des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, le 34e sommet, ouvert ce samedi par visioconférence à Addis Ababa. Le président Alassane Ouattara prend part aux travaux marqués aujourd'hui par la passation de charges entre le président sortant de l'UA, Cyril Ramaphosa, et Félix-Antoine Tshisekedi, président de la RDC, qui prend la tête de l'organisation. Viviane Aimé. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, succède au président sud-africain Cyril Ramaphosa à la présidence tournante de l'Union africaine pour la période 2021-2022. Ouvert ce samedi 6 février au siège de l'Union africaine à Addis Abeba, le 34e sommet ordinaire de l'Union africaine s'est déroulé en visioconférence en raison de l'épidémie de la Covid-19. Le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, participait via la connexion Internet à ce rendez-vous annuel des chefs d'État du continent. Ce 34e sommet a félicité le président sortant Cyril Ramaphosa d'Afrique du Sud pour la réactivité qu'il a insufflée à l'organisation panafricaine dans la lutte contre la pandémie de la Covid-19 sur le continent africain, par la mobilisation des différents pays, ainsi que des partenaires et la création d'une plateforme pour l'acquisition de produits médicaux et des vaccins. Ce 34e sommet va enregistrer le renouvellement de la Commission de l'Union africaine chargée de la mise en œuvre des décisions des chefs d'État et qui est dirigée depuis 4 ans par le président sortant, Moussa Faki Mahamat. La conférence des chefs d'État, l'organe de décision par excellence, a choisi de confier les rênes de l'organisation africaine au président Tshisekedi pour un mandat d'1 an. La conférence des chefs d'État a aussi fait le choix de promouvoir l'identité culturelle africaine comme facteur d'intégration, d'où le choix du thème de l'année 2021-2022, Art, culture et patrimoine. Le nouveau président en exercice de l'organisation panafricaine, Félix Tshisekedi, a fait montre de détermination devant la charge qui lui est confiée. Je tiens à remercier vivement mon prédécesseur,
le président Cyril Matamela Ramaphosa, qui, dans des conditions difficiles dues à la pandémie de Covid, a su mobiliser les efforts de tous les pays du continent et des partenaires pour y faire face. Pour cela, je propose qu'il soit le champion du programme de vaccination et de lutte contre la pandémie de Covid-19. J'entends ancrer la thématique de ma présidence de l'Union africaine dans la vision ci-après, une Union africaine au service des peuples. Cette vision spécifique qui s'inscrit dans le premier plan décennal de mise en œuvre 2014-2023 de l'agenda 2063 va se décliner autour de 9 piliers stratégiques mieux détaillés dans mon plan d'action. Les arts, la culture et le patrimoine constituent le socle de la renaissance africaine. Ils nous offrent l'opportunité d'opérer notre retour aux sources. En tant que somme des inventions de l'homme, de ses innovations et de ses combats pour assurer sa survie et son épanouissement, la culture est effectivement, comme le disait Léopold Sédar Senghor, au commencement et à la fin de toute chose, car elle embrasse tous les domaines de la vie. Au sein du nouveau bureau de la conférence des chefs d'État, le Sénégal occupe le poste de vice-président, l'antichambre pour accéder au fauteuil de président en exercice de l'Union africaine pour l'exercice 2022-2023. Et ajoutons que Moussa Faki Mahama, président de la Commission de l'Union africaine, a été réélu samedi pour un mandat de 4 ans. 51 des 55 États membres ont voté pour le Tchadien. Ici en Côte d'Ivoire, la dette ivoirienne est maîtrisée, rassure le ministre de l'économie et des finances. Adama Coulibaly veut rétablir les faits face à des informations annonçant un niveau d'endettement alarmant. Il n'y a pas d'inquiétude, nous rapporte Adama Koné. La dette ivoirienne. Les données consolidées à fin juin 2020 sont connues et disponibles. Un stock de 10 135 milliards de francs CFA, bien en deçà des chiffres qui circulent sur le marché noir de l'information. Pour le ministre de l'économie et des finances, c'est une dette intelligemment structurée. Nous recourons d'abord aux ressources, prioritairement aux ressources concessionnelles qui malheureusement de plus en plus se font rares. Après les ressources concessionnelles, nous allons vers les ressources semi-concessionnelles avant d'aller vers les ressources qui sont contractées à des termes commerciaux. Je dois vous dire aujourd'hui que quand on regarde le portefeuille d'endettement de la Côte d'Ivoire, nous avons 73% de notre endettement qui est constitué de prêts semi-concessionnels, 19% prêts concessionnels et seulement 8% à des termes commerciaux. Ça veut dire simplement que la stratégie, elle est très bonne parce que nous ne nous endettons pas pour nous endetter. Nous le faisons avec une stratégie qui permet d'avoir les ressources les moins chères possibles. Le gouvernement fait de la viabilité et de la soutenabilité de cette dette une préoccupation majeure. Nous avons été instruits par son Excellence Monsieur le Président de la République à faire en sorte effectivement que nous continuions de gérer la dette de la façon la plus efficace possible. Nous nous attelons à cela et c'est pour cela que nous avons des instruments de gestion de notre dette. On a une stratégie qui encadre en fait notre politique d'endettement, c'est la stratégie de gestion de la dette à moyen terme, l'analyse de viabilité de la dette que nous faisons de façon régulière, qui nous permet de suivre l'évolution de notre dette pour voir si elle est soutenable sur le long terme. Et nous attachons du prix également à la question des agents de notation sur les risques pays. Le pays garde ainsi une signature crédible auprès des bailleurs du fonds. En témoigne l'indicateur dette sur PIB estimé à 43% contre une norme communautaire UEMOA de 70%. Nous respectons nos engagements. Je dois vous dire que nous attachons du prix à cela. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de défaut en fait, de paiement au niveau de la Côte d'Ivoire. Et c'est ce qui nous vaut d'ailleurs d'avoir des notations très bonnes au niveau des agences internationales de notation comme Fitch et Moody's, qui nous font un crédit assez important. Et ces crédits sont de nature à permettre justement
la facilitation de la mobilisation de ressources auprès des investisseurs. Il est à rappeler que les données de la dette ivoirienne pour fin 2020 sont en traitement, selon le ministre de l'Économie et des Finances, Adama Coulibaly. Une dette maîtrisée, voilà, qui rassure, mais l'émotion étreint. La Côte d'Ivoire est en pleurs depuis hier soir. Laurent Donafologo n'est plus. Cette grande figure politique s'est couchée. L'ancien journaliste et ex-secrétaire général du PDCI s'est éteint à l'âge de 82 ans. Il a été ministre sous la présidence de Félix Houphouët-Boigny, puis d'Henri Konan Bédié. Une vie dont nous parle Alexis Ouedraogo. Vous savez, les pilotes viennent de temps en temps saluer les passagers, surtout lui, président de la République, le salue. Bon, non, moi j'avais la chance d'être pas trop loin. Il a dit, mais monsieur, vous êtes le pilote? J'ai dit, oui, retournez à vous. Il prenait plaisir à raconter le père fondateur. C'est en 1965 que Laurent Donafologo rencontre celui qui a été le modèle de son parcours. On me demande quelquefois, mais Fologo, tu vieillis pas? Tu as les cheveux noirs? J'ai dit, mais moi, je ne l'ai jamais vu. Les cheveux blancs de Houphouët-Boigny. Je ne les ai jamais vus. Laurent Donafologo naît le 12 décembre 1939 à Sinématiali, dans le nord du pays. Grande figure de la politique ivoirienne, cet ancien élève de l'École supérieure de journalisme de Lille fut le tout premier rédacteur en chef du quotidien Fraternité Matin, créé en 1964, avant d'être nommé ministre de l'Information. Après avoir été ministre sans interruption pendant plus d'une décennie dans le gouvernement de Félix Houphouët-Boigny, il fut pendant 4 ans ministre d'État d'Henri Konan Bédié. Laurent Donafologo fut également pendant 10 ans secrétaire général du Parti démocratique, le PDCI-RDA. Sous la présidence de Laurent Gbagbo de 2000 à 2011, il est nommé à la tête du Conseil économique et social. Après avoir lancé son parti, le Rassemblement pour la paix, en 2008, il quitte définitivement la vie politique en 2015. Laurent Donafologo entretiendra de bonnes relations avec tous les acteurs politiques. Âgé de 82 ans, ce compagnon de Félix Houphouët-Boigny au soir de sa vie s'était consacré à sa retraite et à la rédaction de ses mémoires. Laurent Donafologo est décédé ce vendredi à Abidjan des suites d'une infection au coronavirus. De Péguéka à Abidjan, comme partout ailleurs, sur la toile des hommages rendus à cet homme politique, les Ivoiriens multiplient les qualificatifs pour pleurer Laurent Donafologo. Je vous propose quelques réactions. Moi, ça me surprend ce matin du décès de Laurent Donafologo. Il a beaucoup travaillé avec notre père de la nation, Houphouët-Boigny, et vraiment, il a occupé de grands postes en son temps. Et juste à ce jour, vraiment, il est assis tranquillement à la main. Aujourd'hui, j'apprends son décès, vraiment, ça me peine un peu. Mais il a beaucoup œuvré pour la Côte d'Ivoire. Il a fait beaucoup de choses aux côtés du feu, il a appris beaucoup de choses à ses côtés. Et il est venu au Conseil économique et social. Il a aussi produit des conseils à ces jeunes qui sont restés aujourd'hui derrière lui. Vraiment, ça me peine un peu. Cela suscite un grand chagrin parce qu'il a été quelqu'un de bien, il a travaillé au sein du pays et il a fait beaucoup de choses. Et sa mort est vraiment une grande perte. Tout d'abord, je présente mes condoléances à la famille. Et ce monsieur, c'est un grand homme qui a servi l'État de Côte d'Ivoire. Même tous les enfants le connaissent. C'est un monsieur qui est ouvert. Ce qu'on doit retenir de son passage dans les différents gouvernements, depuis le temps d'Houphouët jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'il a essayé tant bien que mal de prôner la paix et d'essayer de trouver un point de conciliation au niveau de chaque parti. Ouais, c'est ce que moi je retiens de cet homme d'État. C'est un grand homme politique qui parle. La réaction des partis politiques dans les prochaines éditions. Vivement la fin de cette Covid-19 et dans cette lutte contre la pandémie, il ne faut pas relâcher dans l'observation des gestes barrières. Voici les chiffres de ce samedi. 272 nouveaux cas de Covid-19 sur 2485 échantillons prélevés, soit 10,9%. 2 cas positifs, 108 guéris et 2 décès. La Côte d'Ivoire compte donc 29 567 cas confirmés, dont 27 773 personnes guéries, 162 décès et 2032 cas actifs.
La sensibilisation et la lutte contre la Covid-19 s'intensifient dans le secteur du transport. Un lot de kits sanitaires remis aux acteurs du transport terrestre et lagunaire, un don du gouvernement à travers le ministère des Transports afin de circonscrire la propagation des nombres de cas en recrudescence ces dernières semaines. Salima Toudia. 50 000 masques de protection et 100 cartons de gel hydroalcoolique répartis entre acteurs du transport terrestre et lagunaire par l'autorité de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan. Il faut qu'on redouble d'efforts et que d'ores et déjà, on oblige un peu tous les usagers qui prennent les transports en commun, c'est un appel qu'on lance, qu'ils se procurent un cache-nez, qu'ils continuent, n'est-ce pas, d'utiliser les gels hydroalcooliques et le lavage des mains qui visiblement n'est pas aussi cher que ça. Ces petites observations doivent être faites pour qu'on puisse aussi se protéger et protéger les autres. Le secteur des transports a enregistré 110 milliards de francs CFA de pertes en raison de la crise sanitaire, selon une étude. Le retour aux mesures restrictives, notamment le confinement, n'est pas à leur avantage, d'où l'adhésion à une sensibilisation intensive. Le virus ne se déplace pas, mais c'est les êtres humains qui se déplacent avec le virus. Nous osons croire que la position transversale qu'a le transport dans cette situation aujourd'hui permet que le transport routier soit considéré comme un facteur de propagation de la pandémie. Le geste, il est symbolique certainement, mais le geste, il est important. Il est important parce que tous ceux qui vont donc avoir symboliquement ces masques auront à charge de transmettre aux autres qui sont derrière la nécessité donc de s'équiper personnellement, ne serait-ce que pour protéger sa vie et la vie des autres. La Mouga apporte ainsi sa voix à celle d'une vaste sensibilisation déjà entreprise auprès des populations pour le respect des mesures barrières. Et cette crise sanitaire a aussi fortement impacté le monde agricole. Dans la filière arcade, on pense à booster la transformation locale. Les acteurs nationaux et internationaux sont en conclave. On le verra avec Noël Niagno. Ils entendent capter toutes les opportunités pour relever les défis du secteur. Le cajou, le combat de la production est désormais un acquis. Tenez, pour la campagne 2020, la production est de plus de 800 000 tonnes. Un record selon les autorités du Conseil coton en ACAD. Le nouveau challenge, porter le taux de transformation à 50% contre 10% actuellement, surtout que le marché du cajou est très étroit. Nous avons 2 clients qui absorbent 99% de nos exportations. C'est un risque majeur que nous voulons minimiser en faisant la transformation localement. Face à un tel défi, il faut mettre en place une politique de transformation du cajou audacieuse. D'où la nécessité d'identification des acteurs, identification aussi de leurs avantages comparatifs pour un développement harmonieux de la chaîne des valeurs. Mettre tous les efforts bout à bout afin que la chaîne de valeur de la noix de cajou soit couverte par leur intervention et nous compléter là où nous sommes, j'allais dire, un peu faibles. C'est le lieu d'indiquer que pour la seule année 2020, le secteur de la transformation a fait un bond qualitatif avec 100 000 tonnes de noix brutes transformées, soit une croissance de 12% par rapport à 2019. Après le ministère de la Ville, c'est au tour de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire de s'engager pour la réalisation de Aquaba City, une convention signée entre le promoteur et la Chambre de commerce. Il s'agit pour cette fêtière des entreprises ivoiriennes de mobiliser les investisseurs à s'intéresser à ce projet. Jean-Marc Diadji. Le projet Ville Nouvelle, Aquaba City, prend de plus en plus forme. Après l'appropriation du projet par le gouvernement, à travers le ministère de la Ville, c'est la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire qui s'engage à accompagner les promoteurs. Une signature de convention entre le promoteur et la fêtière des entreprises de Côte d'Ivoire. La Ville Nouvelle Aquaba City est en réalité un projet d'investissement, un projet de création d'emplois, un projet pour soutenir l'économie nationale, un projet pour améliorer la qualité de vie de la population ivoirienne en général et la population abidjanaise qui va passer de 6 millions à 10 millions d'ici l'an 2030. Il s'agit pour la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire de mobiliser les investisseurs à s'intéresser au projet Abidjan Ville Nouvelle. Et pour cette initiative, Fama Touré rassure. Le rôle de la Chambre de commerce et d'industrie, c'est justement de faire de telle sorte que les opérateurs économiques, quel que soit leur secteur,
puissent s'intéresser au projet. C'est une lourde responsabilité pour nous et nous nous sommes engagés, en tout cas à travers ce protocole, à faire de telle sorte que nous puissions contribuer pleinement à la réalisation de cette ville nouvelle, une ville durable. Le projet Akwaba City consiste en la réalisation d'une ville nouvelle avec des commodités très modernes. Cette nouvelle ville sera bâtie dans la commune d'Anyama sur une superficie de 14 000 hectares déjà en cours de mise en œuvre. En se rendant à la Marawi, le ministre Adama Kone, émissaire du président de la République à Zouenoula, il a échangé avec les populations du département. Il appelle à la paix et à la cohésion sociale. Kwadio Kwame. Adama Kone, ministre auprès du président de la République, chargé des affaires économiques et financières, natif de la région de la Marawi, émissaire du président de la République, s'est entretenu avec les populations de Zouenoula. Non seulement pour leur dire merci pour la bonne tenue de la visite d'État de l'élection présidentielle dans la Marawi, mais également pour parler de paix et de cohésion sociale sans lesquelles il ne peut y avoir de développement. Adama Kone a appelé les populations de Zouenoula à des élections législatives apaisées. Dans l'histoire de la Marawi, il y a eu un très grand score ici. Donc au nom du président, nous sommes venus leur dire merci pour ce soutien et pour ce vote. Et nous avons profité de l'occasion pour leur passer le message de la cohésion, de la stabilité et de la paix. Ce sont des valeurs qui sont chères au président de la République parce que la Marawi est reconnue pour son vivre ensemble. Parce que c'est une région où il y a une population cosmopolite et ça ne date pas d'aujourd'hui. Message bien perçu par les hôtes du ministre auprès du président de la République chargé des affaires économiques et financières. Le président de la République, c'est quelqu'un qui pense beaucoup aux femmes, qui pense beaucoup à sa population. Donc ce message-là, ça ne nous étonne pas. Aujourd'hui, Zouenoula est plus que satisfait et vu même les promesses qui ont été faites à Zouenoula, donc nous mettrons tout en œuvre pour que vraiment le président soit content de la ville de Zouenoula, pour que Zouenoula ait tout ce qui lui a été promis. Avant de prendre congé de la population de Zouenoula dans toute sa composante, le ministre Adama Kone a annoncé le démarrage de plusieurs travaux dans la région de la Marawi, notamment le lancement d'un programme d'électrification, d'adduction en eau potable et de réhabilitation de pompes à motricité humaine, la construction des châteaux d'eau ainsi que le programme de développement routier de la Marawi. Des engagements du chef de l'État, Alassane Ouattara, lors de sa visite d'État dans la région de la Marawi. Et le sport est aussi un excellent vecteur de paix. Allons voir ce tournoi de football de la mutuelle des agents de la radio-télévision ivoirienne. C'était au stade de la haute fréquence de la RTI. L'équipe de la Geste aussi opposée à celle d'Abidjan City. La formation de l'ancien académicien des Marcos s'est imposée 1-0 à Senkwasi Patrick Dadier. Ambiance de grand jour au stade de la haute fréquence de la RTI. Et pour cause, la finale du tournoi de la mutuelle des agents de la RTI, Musati, s'y déroule. Après la phase à élimination directe, deux équipes se sont hissées en finale. Il s'agit de la formation d'Abidjan City en bleu et jaune, opposée à celle de la Geste aussi. Bien entrée dans le match, l'équipe des pétroliers s'offre de multiples occasions à l'image de la tentative de Ben Kader qui trouve le montant droit du gardien. À force de manquer les opportunités, ils finissent par se faire punir sur un pénalty parfaitement transformé par Bamba Diomandé. Un avantage que les Citizens préservent jalousement jusqu'à la fin de la partie. Grâce à ce succès étriqué, Abidjan City s'adjuge la compétition de la Musati, dotée du trophée Fosseni Dambélé. Nous avons assisté à un match où il y avait la technique d'Abidjan City face au physique des pétroliers. Et je crois qu'Abidjan City a fini par les avoir à l'usure. Une première sortie sportive, je pense que le pari est gagné. Le ministère de la Santé se réjouit d'être associé à un tel événement. Nous avons assisté à une belle prestation qui a vu Abidjan City FC l'emporter. Dans la petite finale, l'équipe de la RTI en vert s'est imposée sur la plus petite marque à l'Académie Ayoka Unité. L'unique but de Christian Douyou sur pénalty en seconde période a suffi au bonheur des hommes de la Maison Bleue qui terminent 3e du tournoi de la mutuelle des agents de
de la RTI. Dans le reste de l'actualité, en RDC, après avoir obtenu le départ du Premier ministre et celui de la présidence de l'Assemblée nationale, les pro-Félix Tshisekedi sont parvenus à arracher la démission d'Alexis Mwamba, président du Sénat. Ce bras droit de l'ancien président Joseph Kabila était le dernier représentant de l'ancienne mouvance présidentielle dans les plus importantes institutions du pays. Dans son entourage, la pétition le visant n'était pas une surprise. Selon la famille politique de Joseph Kabila, Félix Tshisekedi s'illustre par des actes de violation systématique de la Constitution et de différentes lois de la République pour s'imposer. Et parallèlement, Tshisekedi renforce son influence sur quasiment toutes les grandes institutions du pays. Comme tous les samedis soirs, c'est l'heure de votre rendez-vous avec la culture. Depuis décembre 2020, le concept pièce unique créé par le peintre Jacob Leu permet à plusieurs artistes et créateurs d'avoir un espace d'expression pour la visibilité de leur art. Une nouvelle exposition dans le même concept s'est ouverte le vendredi. Il met en lumière un artiste peintre et un designer des toiles et des pièces montées soumises à l'appréciation des connaisseurs. Franck Quadio. C'est un espace dédié à la culture. Nous sommes à pièce unique et la soirée est particulière. Férus et amoureux de l'art découvrent des techniques artistiques, le design basé sur les matériaux locaux de César Dobo et l'acrylique et goudron sur toile. Armand Bois qui s'inspire des enfants de la rue. Donc lui, ses œuvres, il essaie de mettre en évidence, mettre en lumière ces enfants-là que nous ignorons souvent. Donc il travaille d'abord sur du carton, qui représente en général le matelas ou la natte de ces enfants-là. Après, nous avons les fonds noirs, donc, qui donnent l'impression du goudron, parce qu'ils sont dans la rue. Et puis après, il y a des couleurs d'espoir, donc des couleurs lumineuses. L'originalité dans la démarche, la chose la mieux partagée pour les deux artistes. Mieux le design, par exemple, qui en plus de l'agréable se donne pour mission répondre à une nécessité. On peut faire avec ce qu'on a. Parce que très souvent, les gens ils te disent, bon, c'est un peu difficile, on n'a pas l'argent, on n'a pas ça. Mais à côté de toi, il y a une corde qui traîne. À côté de toi, il y a un bout de fer qui traîne. À côté de toi, il y a un bout de bois qui traîne. Okay? Avec ça, déjà, on peut faire des choses. C'est une façon de voir les choses. C'est une philosophie, tu vois, non, pour que le design soit accessible. Et c'est justement ce qu'encouragent les promoteurs de cet espace, notamment la Fondation Bénédicte Jeanne Kakoudiagou. L'exposition est un creuset de valorisation du talent. Nous avons 22 pièces, dont 6 pièces design, mais chaque pièce est unique. Puis nous avons 16 peintures que nous pouvons retrouver à la Fondation BJKD jusqu'au 28 février. Donc l'exposition va durer pratiquement un mois. Visiteurs, amateurs et étudiants, un regard multiforme à cette exposition. Il a une manière un peu particulière, un peu spéciale de peindre cette toile. Mais en tout cas, c'est beau. Pièce unique, c'est aussi un canevas pour d'éventuelles rencontres et activités artistiques diverses. Avec Issa Tchonayo, on s'intéresse au 7e art. Bientôt, la création d'un musée et d'une bibliothèque. L'Office national du cinéma partage l'information avec les professionnels du secteur. Une rencontre tenue mardi dernier. L'ONACSI annonce aussi l'acquisition de matériel de pointe pour le tournage des films. L'ONACSI, Office national du cinéma en Côte d'Ivoire, est à pied d'œuvre pour faire du 7e art ivoirien un secteur porteur et rentable. Une rencontre est donc organisée avec les acteurs du cinéma. Au menu, la création d'un musée de cinéma, d'une médiathèque et l'acquisition de matériel de pointe de plus d'1 milliard de francs CFA. Nous allons essayer d'accompagner. Tous les cinéastes n'ont pas les moyens pour louer du matériel et c'est la manière pour le gouvernement d'accompagner donc ce secteur, ce qui va d'ailleurs nécessiter des vocations. Vous avez des jeunes qui s'intéressent au cinéma, mais pour y être, il faut réaliser des films. Ben, ceux-là qui n'ont pas les gros moyens, nous allons les accompagner. Voilà un peu la priorité pour nous pour le moment. Une chose est de tourner des films, une autre est de les rendre accessibles au public à travers des projections dans des salles de cinéma. Or, en la matière, un déficit des salles de projection existe en Côte d'Ivoire. L'ONACSI promet d'y remédier, ce à la grande satisfaction des professionnels de ce secteur. Sans salle de cinéma, ils vivront comment? C'est ça la réalité.
Nous espérons très sincèrement que la confirmation des moyens en cours, je dirais même déjà obtenus, puisse réhabiliter les salles citées. Quant au tournage des films, la Côte d'Ivoire dispose de matériel de dernière génération. Une nouvelle qui réjouit les cinéastes impatients de savoir les modalités de son utilisation. Le directeur de l'ONACSI vient de nous dire qu'il y a un certain nombre de dispositions qui sont prises pour booster le cinéma. Mais nous, on attend de voir, puisque on a parlé de nouveaux matériels qui est arrivé, l'appui et tout cela. Quand un cinéaste fait un budget de 1 milliard, 2 milliards de tournage, les 70% vont dans le matériel. Et c'est ce qui fait que nous, les acteurs, on n'a rien. Parce qu'on ne peut pas nous payer à notre hauteur. Parce que le matériel prend tout. Mais si la Côte d'Ivoire a du matériel, je tire mon chapeau. La formation des professionnels à l'écriture scénaristique, la construction d'une cité du cinéma, la poursuite de l'appui à la promotion cinématographique par le biais du FONSIC, Fonds de soutien à l'industrie cinématographique, font partie des perspectives de l'ONACSI pour les cinéastes ivoiriens. On retrouve l'invité de la page culture ce soir, Sidney Hucher, qu'on a beaucoup de plaisir à recevoir. Alors, Sidney, comment êtes-vous tombé amoureux du jazz? On ne va pas dire que c'est un hasard, mais j'ai l'impression que j'étais fait pour rencontrer le jazz, en fait. Comment ça s'est passé? Comment vous avez rencontré ces premières notes? Oui, en fait, ça a commencé par... on m'avait fait écouter du Ella Fitzgerald, comme ça. Et j'étais pris dans une tristesse, et puis j'ai quand même écouté, et puis je me suis dit, mais tiens, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Et ensuite, j'ai rencontré des gens, l'entourage aussi est important, des gens qui étaient déjà férus de cette musique et qui me passaient des informations. Il y avait des livres, il y avait des articles, Et c'est comme ça que je me suis dit, mais il y a Ella Fitzgerald, elle joue, elle chante, mais ça vient de quelque part. C'est extraordinaire. Une personne, n'importe qui ne peut pas venir comme ça et chanter avec une telle portée, quoi. Vous savez que vous fermez les yeux, il y a tout un paysage qui apparaît. C'est comme ça que j'ai su que vraiment, pour apprécier cette musique, il fallait vraiment aller plus loin que la musique. Parce que cette musique, finalement, c'est plus qu'une musique, c'est un langage et c'est un état d'esprit. Voilà. Alors, parmi ceux qui vous ont influencé, qui ont créé ces conditions de l'amour entre vous et le jazz, est-ce que vous connaissez cet animateur de cette émission, Jazz en Liberté sur Radio Côte d'Ivoire, Tony Kwasi? Mais oui, bien sûr. Il nous a bercé, ce monsieur. Je crois que je ne sais pas s'il est encore là, mais franchement... c'est vrai qu'on entend plus cette émission aussi, oui. J'ai écouté et ça a été un déclencheur parce que j'étais trop jeune quand j'écoutais cette musique, mais elle est restée quelque part. J'écoutais sur la radio de ma mère, d'ailleurs, tous les mercredis. Et il y avait un jeune homme qui, lui, était déjà dans le domaine, qui me faisait enregistrer les morceaux. Moi, je les enregistrais mécaniquement, je ne savais pas. Et tout ça, en fait, a abouti à... Je dirais que c'est une explosion, en fait. Une explosion qui a fait que... Mais bref, je remercie ce monsieur. C'est vraiment un grand homme. Il avait déjà... Je comprends aujourd'hui la passion qu'il a. Aujourd'hui, je comprends cette passion. Parce que c'est parce que la musique, je crois qu'il a lui aussi rencontré des musiciens. Je ne sais pas s'il a rencontré, mais moi en tout cas, le fait d'avoir rencontré les musiciens. Oui, on en parlera tout à l'heure. Sidney Hucher, son amour pour le jazz, c'est Franck Audio qui nous fait juste un petit résumé et on se retrouve juste après. Faute d'être un musicien qui joue, Sidney Hucher se sert de l'écriture comme d'un instrument de musique. C'est extrait de la postface de la biographie du poète jazzman, le pianiste Tommy Lee Flanagan. Lee Flanagan, l'homme lyre du jazz, plutôt perçu comme un booster de talent, par exemple, en 1963, avec Ella Fitzgerald en tournée.
La biographie côtoie les 400 pages, voire plus, et est proposée par Sydney Usher. Qui est Sonny Rollins? Encore un essai biographique sur une icône du genre. Dans l'œuvre, tout un parcours musical couché sur papier. Fiche technique, titre et collaboration de l'auteur, mais peu de commentaires de ce dernier. Une démarche volontaire. Jazzy Green Nations ou Jazzy Green Nation participent de la même démarche. Faire de la musique la vie et même à l'envie. Finalement, comme le conclut l'auteur, 3 œuvres pour mieux connaître ces faiseurs de jazz, la musique de l'esprit, des hommes engageants et attachants. Alors, le jazz a été vraiment cette musique très populaire, mais c'était peut-être hier, notamment aux États-Unis. Aujourd'hui, que devient le jazz? On est à la fois triste, mais parce qu'il a perdu de son essence. On n'a pas des musiciens qui étaient avant-gardistes. Peut-être que c'était lié à une époque assez charnière quand même. Vous savez, les années 50, c'était les années où il y avait une ébullition culturelle, sociale, politique, la revendication. On s'est rendu compte à cette époque qu'il y avait une minorité qui était poussée. Aujourd'hui, on emploie le terme confinement, mais ils étaient vraiment confinés dans une misère abyssale. Et la musique était le seul moyen d'expression. Et puis c'était aussi le seul moyen de dire « nous existons ». Nous existons, nous ne sommes pas aussi sauvages que vous le croyez, vous le pensez. Voilà une musique qu'on fait. On a créé le bebop, qui est une musique acrobatique, technique. Et en plus de ça, bon, excusez-moi du terme, avec le free jazz. Parce qu'on veut vous choquer. On existe. On existe. Et moi, ça m'étonne que ce soit maintenant que les gens réalisent qu'il y a des minorités, il n'y a pas qu'aux États-Unis, des minorités partout dans le monde qui sont confinées jusqu'à perdre même leur dignité. Et voilà, donc le jazz m'a... Oui, alors ils sont vraiment nombreux aujourd'hui à dire que le jazz est très élitiste et qu'il n'est pas accessible, réservé à une certaine classe. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, ben moi je crois que c'est la faute, on va dire, je ne sais pas si on peut dire les journalistes, mais le jazz est devenu un peu commercial, on va dire. Et puis d'ailleurs, le terme jazz, c'est pas vraiment le terme qu'il faut employer. Moi je crois que le vrai terme, c'est, on va dire, musique, on va dire afro-américaine ou musique évolutive. Là, c'est encore plus vrai. Parce qu'on dit jazz, bon, c'est... Donc, dans cette démarche de commercialisation de la musique, on est parvenu, il y a des gens qui sont parvenus à faire croire que, bon, quand on écoute du jazz, qu'on est à un niveau... Peut-être parce que cette musique est quand même difficile à décoder. Et... Non, pas du tout. C'est quand même compliqué parce à comprendre. En fait, elle est difficile. Pourquoi? Parce que ceux qui jouent sont très exigeants. Moi, les musiciens que j'ai rencontrés m'ont dit, voilà pourquoi moi j'ai beaucoup apprécié. Gary Bartz. Gary Bartz me dit, j'ai une interview, il me dit, je dis, mais vous êtes très doué quand je vous écoute, comment? Il me dit, mais je travaille. Je dis, mais vous travaillez comment? Vous travaillez avec des gens? Il dit, non. Moi, quand je travaille, c'est 10 heures par jour. Quand moi je l'ai interviewé, il avait 60 ans et quelques. 10 heures par jour. Et même Sonny Rollins, quand vous l'écoutez... Oui, Sonny Rollins qui est pour vous vraiment l'exemple parfait du jazz. Alors pourquoi c'est l'exemple parfait? Parfait de l'intégrité musicale. Alors, on a des gens qui sont quand même bien connus, les Charlie Parker, qui ont d'ailleurs inspiré Sonny Rollins. Oui, bien sûr. Mais Sonny Rollins, justement, ce qui fait sa richesse, c'est qu'il était le pont entre l'ancienne génération et la nouvelle. C'est-à-dire qu'il est né en 1930, là où il y avait Louis Armstrong, Duke Ellington. C'est grand nom, oui. Et il grandit dans un quartier où il y a Coleman Hawkins, qui lui est au-delà même d'être de la vieille école, avait un volume, voilà. Donc il lorgnait Coleman Hawkins et il admirait Charlie Parker, Dizzy Gillespie. Donc il a emmagasiné cette musique. Et bon, le free jazz est arrivé, mais il était tellement... Oui. Alors, à la page 149 de votre ouvrage, qui est Sonny Rollins, on peut lire qu'il est l'un des rares survivants d'une ère du jazz qui ne sera jamais égalée. Est-ce que ça veut dire que vous êtes pessimiste quant à l'avenir? Oui, il faut dire la vérité. Le jazz, c'est fini? Oui, parce que regardez un peu aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, quoi.
les variantes, on nous parle de Covid, mais en fait c'est une variante de l'argent, ce système de profit. Même Sonny Rollins, il le dit même. Il dit... Sur la Covid, vous n'allez quand même pas aller jusqu'à minimiser la maladie, ce soit non, je ne minimise pas. Non, voilà, d'accord. Mais justement, il faut être... Non, soyons quand même... D'accord. Il y a la politique, mais il y a une réalité qui est là. C'est que il est temps de mettre l'homme au cœur de tout acte et toute action. Alors Sidney n'est pas seul, on le voit sur ce plateau avec sa guitare. Est-ce que ça veut dire qu'en dehors des écrits, en dehors de ce que vous aimez dire sur le jazz, vous savez aussi jouer? Oui, peut-être que c'est là où on dit le jazz, c'est comme je vous dis, c'est pas seulement des... Peut-être quelques ça vient de loin, quoi. Peut-être quelques notes pour terminer, rapidement. Oui. On n'a pas fait de... C'est la fin. On n'a pas fait de balance, on n'a pas fait de... Obligé de juste une ou deux notes et puis on termine. Ouais. Et pendant que vous jouez ces notes, moi je vous remercie, Sidney Hucher, l'invité de la page Culture, un mordu du jazz, auteur de plusieurs ouvrages sur cette musique, notamment Jazzigrination et Sonny Rollins, qui est Sonny Rollins, deux ouvrages que vous avez écrits parmi tant d'autres évidemment. Merci d'avoir suivi ce journal, il est terminé. Voilà ce que dit le sage ce soir sur cette belle musique de jazz. Quiconque taquine un nid de guêpe doit savoir courir. Dieu le voulant, on se retrouve demain.